Jenny Byrne, qui a annoncé, sans grande surprise au sein de la tribune de la presse, que on mettait fin du côté conservateur à une tradition qui remonte loin. Moi, j'ai aucun souvenir d'une campagne électorale. J'étais pas née quand il y avait surtout des trains. Ou des charrettes. Oui, ou des charrettes, mais où on met fin donc à la pratique qui consiste à avoir un avion de tournée. On les voit souvent au début de campagne, hein, il y a des prises de photos où on montre l'avion avec le slogan qu'on a mis sur l'avion. Généralement, les journalistes qui sont dans l'avion le baptisent d'une façon ou d'une autre. Parfois, c'est ironique, parfois, ça l'est moins. Donc, la directrice de campagne de M. Poilievre qui dit il n'y en aura pas. Si vous voulez nous suivre, vous vous arrangerez par vos propres moyens pour vous rendre où on est, ou bien vous laisserez les journalistes de la presse locale couvrir, puis on va vous envoyer des prises d'images. Là, il y a des questions à poser là-dessus, mais nous, on n'est pas intéressés à ce que M. Poilievre voyage avec les journalistes. Donc, on ne ça veut dire? coordonne pas de caravane, là, parce qu'habituellement, on rappelle qu'il y a une caravane, tout le monde embarque dedans, puis il y a un coût. Bien sûr, là, le diffuseur paye le coût de la place, mais c'est géré ou organisé par le parti. OK. Alors, d'abord, comment ça marche? Effectivement, les médias qui couvrent la campagne et qui veulent un siège dans la tournée paient le prix équivalent normalement à un siège en classe affaires en avion. Alors, dans le cas de cette année, un siège dans la campagne libérale, par exemple, va coûter 35 000 $. Pour ce prix-là, vous avez accès évidemment à un siège dans l'avion, au transport, généralement en autobus, parfois jaune orange, c'est pas... C'est pas toujours des prévôts, là. Non, ça dépend où on est. Et à une salle de presse, pour pouvoir fonctionner et alimenter les reportages. C'est moins évident maintenant parce qu'on a des moyens technologiques qui font qu'on a moins besoin. Dans l'ancien temps, on avait besoin d'une salle avec des téléphones pour envoyer des reportages radio. Ce n'est plus le cas. Évidemment, on fait des réservations d'hôtels en bloc en fonction de l'itinéraire et les chambres d'hôtel ne sont pas incluses dans le 35 000 $ ni les repas, sauf si on est dans l'avion, où là, ben oui, on nourrit les journalistes. Il y a un petit sandwich, là. Pourquoi est-ce que c'est essentiel pour couvrir la campagne? Parce que même si on voulait, c'est à peu près impossible d'acheter des billets d'avion, même si on le sait 2 ou 3 jours d'avance. Mettons que quelqu'un s'en va à Sudbury, là où est M. Poilievre, je crois, aujourd'hui ou hier. Là, vous trouvez un avion pour aller à Sudbury. Fort bien. En passant, généralement, si vous partez d'Ottawa par une autre place, mais en tout cas, vous arrivez à Sudbury, vous allez couvrir l'événement. Là, tout le monde, mais pas vous, il n'y a pas d'autobus, alors tout le monde s'en va, mais M. Poilievre, lui, il continue, puis il s'en va à Timmins. Alors là, vous louez une auto et vous conduisez jusqu'à Timmins. Mais après ça, il décide qu'il s'en va à Kapuskasing. Est-ce que ça paraît que j'ai couvert 5 campagnes ontariennes? Donc, je connais la géographie du nord de l'Ontario comme ma main. Bon, là, vous êtes rendu à Kapuskasing. Là, il reprend un avion, lui. Petit avion, parce que même s'il n'y a pas de médias, il peut se poser dans des endroits nettement plus petits que quand c'est un avion où il y a des journalistes. Vous êtes à Kapuskasing. Lui, il s'en va à Vancouver. La dernière semaine de la campagne de 1988, parce que ça remonte quand même, j'étais avec Brian Mulroney et les 10 derniers jours. Alors, pour battre le décalage horaire, il arrivait fréquemment, dans cette semaine-là, qu'on se lève dans le Canada Atlantique, où on se lève de bonne heure, dans le décalage horaire, et qu'on finisse la journée dans un rallye à Victoria, en Colombie-Britannique. Essayez de suivre ça. Si vous n'êtes pas dans l'avion de la tournée, bonne chance. Oui, par vos propres moyens, c'est impossible. Vous allez passer votre temps à coordonner tout ça. C'est impossible. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir, une fois de temps en temps, et seulement dans les grandes villes, parce que moi, je l'ai déjà couvert comme ça. À un moment donné, le Star, d'autres journaux ont décidé que ça coûtait trop cher. Donc, ils ont commencé à acheter un siège et ils ont dit aux gens qui étaient chroniqueurs, s'il vous plaît, n'allez pas dans l'avion parce que ça coûte trop cher. Alors, moi, j'ai couvert souvent. Je m'installais à Toronto et là, je rayonnais autour de Toronto. Les chefs passent toujours dans la région du Grand Toronto. J'allais voir des trucs d'un chef ou l'autre. Ça exclut le Bloc québécois, évidemment. À partir de Toronto, et je voyais beaucoup d'événements et c'est totalement possible de faire ça. Oui, mais là, ça prend plusieurs journalistes et aussi tout un réseau développé, comme on a à Radio-Canada, mais il reste que... Exactement. Et d'autre part, les journalistes locaux, j'ai été ça aussi.
Toronto, c'est être journaliste local. On n'est pas toujours au fait du début, du milieu et de la fin des histoires politiques fédérales. Quand le premier ministre passait par Toronto puis qu'on m'envoyait le couvrir, je ne savais pas, moi, c'était quoi la question du jour qui préoccupait la couverture parlementaire, parce que c'est pas ça que je faisais dans la vie. Je détestais ça pour m'en confesser. Donc, en plus, on l'a vu avec M. Poilievre, il n'est pas complètement allergique à l'intimidation. Rappelez-vous cette vidéo dont il est encore très fier, où il mange une pomme et qui parle presque en mastiquant à un journaliste de la presse locale en Colombie-Britannique qu'il traite comme le dernier des imbéciles. Alors, les journalistes locaux sont probablement sur du terrain moins solide quand ils posent des questions à un chef fédéral que quelqu'un qui travaille dans les tribunes parlementaires, qui est habitué aux façons et aux manières assez désagréables d'ailleurs de M. Poilievre avec les journalistes. Est-ce que ça va marcher? Je ne le sais pas. Moi, j'ai des doutes depuis plusieurs années sur la pertinence de continuer à avoir ces avions avec des gens qui se promènent à la queue leu-leu derrière un chef, parce qu'on a des moyens technologiques qui nous permettent de voir beaucoup d'activités et qu'on peut rayonner dans certains secteurs. D'autres vont dans le sens inverse. Le Bloc québécois, par exemple, a annoncé que pour la première fois depuis 2015, ils vont avoir un autobus. Dans leur cas, c'est surtout un autobus de campagne pour que les journalistes puissent suivre Yves-François Blanchet à partir de la presse parlementaire. Bon, l'élément qui titille surtout, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on va fournir du matériel du côté du Parti conservateur. Donc, de quoi s'agit-il? Des déclarations filmées? Qu'est-ce qu'on veut fournir, là? Il y a deux choses. Si ce qu'on fournit, c'est simplement un branchement qui vous permet, vous ou moi, assis chez nous à Montréal, de regarder l'événement, c'est une chose. Et les réseaux peuvent aller choisir là-dedans ce qu'ils veulent mettre dans leur couverture de nouvelles. Si, par contre, on est en train de dire qu'on va envoyer des moments sélectionnés, là, les réseaux, Radio-Canada, CBC, CTV, TVA vont devoir prendre une décision à savoir, est-ce qu'on accepte de diffuser ce genre de choses-là, ou est-ce que d'emblée, on écarte de notre couverture tout ce qui serait packagé par le parti plutôt que accessible de façon générale. Mais ce qu'on perd surtout, et c'est pour ça que j'allais à des événements, je peux tout voir à partir de chez nous sur CPAC normalement, c'est la capacité, évidemment, de parler à des gens qui sont dans la salle. Quelle sorte de gens sont là? Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils sont confortables? J'ai été allée à une soirée, une des premières de Jean Chrétien dans Saint-Maurice au début de la campagne référendaire de 1995, avant que Lucien Bouchard remplace Jacques Parizeau et que ça se resserre. Puis, une des choses les plus intéressantes que j'avais entendues, c'était pas le discours de M. Chrétien qui se ressemblait d'une place à l'autre, forcément. C'était les gens qui sortaient et qui disaient, c'était des fédéralistes, forcément, ils étaient allés au rallye de Jean Chrétien, et qui se disaient l'un à l'autre, lui, il m'inquiète, j'ai peur qu'il l'échappe. Et ça disait quelque chose dans sa propre circonscription sur l'inquiétude des électeurs fédéralistes qui se disaient, tout à coup, il n'est pas capable de le défendre, le Canada. Alors, ça, on perd ça quand on n'est pas là. Sinon, première rencontre officielle entre les premiers ministres des provinces et Mark Carney, vendredi? Vendredi, alors comptez les jours. Là. Vendredi, on va réunir les premiers ministres. Je ne sais pas si c'est virtuellement ou en personne parce que j'ai entendu les deux. Mais c'est la première vraie rencontre des premiers ministres et c'est quand même important du point de vue de la gouvernance. Pourquoi? Bien, parce que le 2 avril s'en vient et que le 2 avril, la journée des tarifs de Donald Trump, on va être en campagne électorale. Alors, faites le calcul maintenant. Déclenchement, c'est samedi ou dimanche. Tout le monde a mis ses billes sur dimanche. Si on prépare une rentrée parlementaire à Ottawa pour lundi, il n'y en a pas de traces. Je pense que personne même a fait des réservations d'avion pour aller à la Chambre des communes lundi. Alors, d'ici dimanche soir, nous serons en campagne électorale après cette rencontre des premiers ministres. Chantal, à demain. Au revoir.